Avant qu'il ne devienne travailleur social, André Fortin atterrit un jour sur une petite planète, celle de l'habitation coopérative à Québec. Le coup de foudre fut définitif, au point où il tenta en vain d'y embrigader ses parents. Reste qu'il s'y tailla une niche et qu'aujourd'hui, on le retrouve conseiller stratégique en habitation pour les entreprises collectives à la Caisse d'économie solidaire. De projet en projet, André Fortin a été associé de près aux transformations parfois sociales de la structure d'habitation propre, entre autres, au quartier Saint-Sauveur et Saint-Jean-Baptiste de la capitale québécoise, ce qui, avec le temps, ne l'a surtout pas empêché d'intervenir à Montréal et en région. En conséquence, l'homme est devenu une source d'informations on ne peut plus pertinente sur l'habitation au Québec. Patrice Guy Martin l'a rencontré en octobre dernier et a pu discuter avec lui des questions de l'heure en matière d'habitation, soit l'abordabilité, la volonté politique, la mise en chantier, etc. Cela, bien entendu, sous fond d'instabilité économique. Monsieur Fortin, bonjour. Vous êtes conseiller stratégique en habitation à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. C'est bien comme ça qu'on l'appelle. Oui, depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Grandement plaisir. Commençons par le commencement. Parlons de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'habitation et en particulier dans le monde coopératif? Une longue histoire. Je vais essayer de faire une version brève. Ça fait 47 ans que je suis là-dedans. Je prétends pas avoir tout vu, mais je prétends avoir assez vu de choses pour être capable d'être à la fois fasciné par ça, mais un petit peu critique de temps à autre. Là. Mais toujours aussi passionné, par exemple. Ah oui, tout à fait. Ça part, oui, ça, tout à fait. Ouais. Et tout récemment, là, j'ai un ami qui était avec moi là, dans la première génération, là, des années 70-80 gens. À un moment donné, on s'est promené dans Saint-Jean-Baptiste. OK. Et là, on regardait ça, tu te rappelles? Ouais. On avait travaillé fort là-dessus. Tel autre. Puis, honnêtement, on avait tellement une grande fierté de ce qu'on a fait. De l'accomplissement. Ouais. Mais on avait tellement aussi la certitude qu'il en reste beaucoup à faire. Ouais. C'est ça auquel tu arrives comme bilan à un moment donné. On recule là de 45 ans. Quand j'étais au cégep, j'étais dans le journal étudiant. OK. Puis on faisait des reportages sur différents trucs. Comme j'étais en sociologie, on cherchait des sujets plus sociologiques. Puis sincèrement, j'avais entendu parler d'une gang de monde qui rénovait des immeubles à Saint-Sauveur à Québec. OK. Fait que je suis allé les voir. C'était les premiers temps des coop d'habitation, là, les gens faisaient tout. Les gens faisaient la démolition des logements, ils faisaient les réparations, ils faisaient la peinture, ils posaient les prélats, ils faisaient un tas de trucs. Donc, il y avait d'immenses corvées. J'étais allé là, j'avais trouvé ça fascinant. Puis, j'avais rencontré là un bonhomme qui était comme le gestionnaire de la corvée, qui se nomme Polyvon Blanchette. OK. Puis, lui, il m'a donné le goût de ça. Il m'a donné le goût des coop. J'ai écrit un article. Puis, quelques semaines après, Polyvon m'a rappelé. Puis, il dit, écoute, on essaie de démarrer une nouvelle coop dans Saint-Sauveur. Ça te tenterait-tu d'être du groupe de démarrage? Ça voulait dire être membre. Oui, être membre, puis aussi au démarrage, c'est très exigeant. Okay. Tu sais, j'avais 18 ans. Il dit oui, je vais le faire, c'est bien. Puis mon intention, sincèrement, c'était de loger mes parents. Fait que je restais encore chez mes parents étaient pauvres, je pense qu'il faut le dire. Puis je trouvais que de faire une coop, pour ce que j'en comprenais, c'était peut-être une bonne chose pour eux. J'ai fait la coop, ça a pris 2-3 ans, on a acheté des immeubles, on les a rénovés, on a fait un tas de trucs. Je suis allé à mon père, je disais, hey, je t'en ai pas parlé, j'ai fait une coop. Puis, il y a un logement pour vous autres là-dedans. Puis, mon père est tellement surpris, il dit, il n'est pas question que j'aille rester d'une coop d'habitation. Pour lui, c'était hors de question. Fait que, non, je suis allé rester dans la coop que j'avais fondée. Fait que le cadeau n'a pas fonctionné, mais c'est ça. Mais c'était pas ça mon intention au départ. Mais mon intention au départ, c'était de loger mes vieux parents. Puis, ça n'a pas marché. Ils ne voulaient pas rester d'une coop. Pour eux autres, là, que du monde sache que tout le monde, les uns et les autres, font, c'est la perception qu'il y en avait. Pour eux, c'était hors de question. Fait que ça a été ça ma première expérience. Ça a été la piqûre que vous avez ça a vraiment été la piqûre parce que après, j'ai fait un bac en travail social.
J'ai fait mon stage dans une organisation coopérative pour faire de la formation auprès des membres. Par la suite, j'ai appliqué sur un emploi dans un groupe de ressources techniques à Québec. Puis j'ai obtenu l'emploi. J'ai travaillé dans ce groupe-là pendant quelques années. Là. Ressources techniques, vous voulez dire quoi par ça? En fait, il y a un tas de groupes au Québec. Il y en a 26 qui, dans leur mandat, dans le fond, c'est des groupes privés, communautaires. Le mandat, c'est de développer des projets de logement communautaire au Québec partout. À Québec, par exemple, il y en a 2. Donc, c'est sur un de ces 2-là que j'ai appliqué et que j'ai eu l'emploi. À Montréal, par exemple, il y en a 4. Il y en a un peu partout. C'est des gens qui mettent la table, si on veut. Là, Oui, à l'époque, c'était des équipes multidisciplinaires. Il y avait des gens comme moi en social, il y avait des gens en administration, il y avait des architectes, il y avait des ingénieurs, il y avait tous les corps de métier. C'était rigolo en passant parce qu'on avait une politique salariale qui était le salaire unique. OK. Tout le monde a le même salaire. Tout le monde a le même salaire, de la secrétaire à l'ingénieur. OK. On a fonctionné comme ça pendant une couple d'années. Puis même plus que ça, le salaire variait en fonction du nombre de dépendants. Okay. Donc, si tu avais 3 enfants, tu avais plus de fric que celui qui n'avait pas d'enfants. Fait que c'est vraiment un principe... C'était très, 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 très socialisant. C'est ça, je veux dire, à chacun selon ses moyens. Tout à fait, oui, tout à fait. À chacun selon ses besoins. Ceci dit, ça demeurait quand même de très petits salaires. Oui, j'imagine. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite de ça, vous êtes arrivé au monde coopératif? En fait, au début, quand on faisait de l'habitation dans les années 80, on faisait quasi essentiellement des coopératives. OK. Presque uniquement des coopératives. La proportion entre les coop et les OSBL a beaucoup changé au fil des ans, mais dans les années 80, on faisait 80% des projets en coopérative. C'est au fil des années que les OSBL ont pris le dessus. Là, tu me dans la proportion, là? Ah, tout à fait, parce que puis beaucoup de monde s'entend sur cette analyse-là. Tu sais, au début, là, on fait des coops pour que le monde vive ensemble, puis fasse des choses ensemble, puis se donne de l'autonomie, puis se donne le pouvoir. Puis maintenant, on parle beaucoup plus de logement social que de logement communautaire. On fait ça pour que les gens répondent à un besoin économique de logement. Puis même le gouvernement a beaucoup ciblé dans les 20 dernières années ses programmes sur des clientèles beaucoup plus appauvries. Donc, c'est là où les OSBL sont devenus beaucoup plus visibles, mettons, prisés, puis utiles ou pertinents que ne le sont les COP. Je ne prétends pas que les COP ne le sont plus, mais elles sont moins populaires. Ça m'amène à vous poser la question que vous avez mentionnée, là. C'est très relié à la partie économique de l'équation, si on veut. On entend de plus en plus parler de logement abordable. Dans ma jeunesse, là, et sans doute dans la vôtre, on parlait de loyer modique et d'habitation à loyer modique. Aujourd'hui, on parle de logement abordable. Puis, juste par exemple, si on cherche logement abordable sur Google, on a 5 millions de résultats, 30 000 articles. C'est comme un glissement de concept, ça. On parle plus d'argent puis moins de logement. Ouais, non seulement il y a un glissement de concept, mais il n'y a même pas une entente précise sur les définitions. Qu'est-ce que c'est un logement abordable? Regarde, mettons, le site de la SCHL, qui est l'organisation fédérale, tu regardes le site de la SHQ, pour une même municipalité, voire même un même quartier, la notion d'abordabilité puis les seuils que ça donne, que ça génère, sont pas les mêmes. Ce ne seront pas les mêmes. Parce que la méthode de calcul n'est pas la même. OK. La SCHL, elle, ce qu'elle dit, si, mettons, dans un quartier, le revenu médian des ménages, c'est 40 000 le loyer médian, ça va être 30 de ce 40 000-là ramené sur une base mensuelle. OK. Je suis pas très bon en calcul, là, mais ça doit donner 800 $900. Ouais, OK? Proche de 1000. Alors que la SHQ, elle évalue le parc de logements dans chacune des régions, puis elle établit des moyennes sur la base du marché. Okay. Alors que pour la SCHL, par exemple, à partir du moment où ils ont la définition qu'ils ont, que tu occupes une chambre à coucher, 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher, 4 chambres à coucher, c'est le même loyer abordable. Okay. Parce que c'est pas lié à l'occupation, c'est lié au revenu des ménages. OK. Fait que c'est dur de savoir qu'est-ce qui vraiment est un loyer abordable. En fait, puis ça donne lieu à des déclarations qui sont sans bon sens. Il y a 2 ans, il y a eu un article dans la presse, puis la SCHL a été fortement critiquée là-dessus, parce qu'il disait que dans ce quartier-là, au regard des revenus que les gens ont, l'abordabilité serait à 2 250 $.
Là, oui, je vois bien ta réaction. Tu comprends-tu que là, le monde des groupes communautaires, puis nous inclus en passant, tu sais, on disait, ben voyons donc, sur quelle planète ils vivent? Comment on peut penser qu'un ménage va trouver ça abordable, 2200 $ de loyer par mois, tu comprends? Puis je regarde dans mes chiffres, là, le revenu moyen des ménages, le revenu médian des ménages locataires à Montréal en 2015, là, ça fait quand même quelques années, mais c'est des chiffres que j'ai pu trouver. C'est une édition récente de leur documentation. On parle de 38 000 $ par année pour un ménage locataire. Là, à 2000... Ouais, 38 000, si tu divises par 12, ça donne à peu près 3 000. 30 de tout ça, ça va donner à peu près 900. Ouais, c'est ça. On est loin du 2200. On est loin de ça. C'est pas abordable. Ouais. OK. Et c'est un enjeu important parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus que de la rhétorique, puis c'est beaucoup plus que de la sémantique. Tu sais, mettons, tu mesures s'il y a un problème d'offre de logement abordable en fonction de la notion que tu as d'abordabilité. Oui, c'est ça. Tu comprends que si toi, ton abordabilité est à 2200 $, pour un autre, l'abordabilité est à 1000 $, celui qui le voit à 1000 $ décrit des besoins beaucoup plus vastes que celui qui dit, ben écoute, à 2000, c'est correct, là. Donc, c'est pas un enjeu, c'est pas de la sémantique, là. C'est très important en termes de politique publique de s'entendre sur c'est quoi l'abordabilité, tu sais. Ben, c'est ce que j'allais vous poser comme question, parce que ces définitions-là amènent sans doute des configurations de programmes, de politique, d'acceptation de projets. Même, je te dirais plus que ça, on est dans ce quotidien-là, nous, à la Caisse. Il y a des projets qui sont accessibles aux programmes publics provinciaux. Avec certains niveaux de loyer. Et ce même projet-là ne serait pas accessible aux programmes publics fédéraux. Alors que dans les deux cas, on essaie d'aider le monde à se loger comme du monde. Le même monde. Oui, c'est ça. Puis de façon générale, ces programmes-là finissent par s'entrecroiser. Donc, ça crée un imbroglio administratif qui n'a pas de sens. Là, c'est compliqué. Je pense que la pandémie nous a fait réaliser ça encore plus, parce qu'on était chez nous, les gens regardaient dans quoi ils vivaient, les gens ont commencé à regarder à s'en aller plus loin en banlieue. Fait que un problème de logement qu'on avait dans les grands centres beaucoup plus qu'ailleurs, ça s'est un peu étendu. Moi, c'est généralisé. Comme je te disais tantôt, vous êtes de Montréal, moi je suis de Québec, puis à Québec, il y a un enjeu immense d'abordabilité. Je travaille avec des gens du côté de la ville de Rimouski. Du côté de la ville de Rimouski, le taux de vacances est à 0,1 %. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loyer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loyer vacant. Ou ceux qui sont vacants, là, ils doivent pas l'être pour de mauvaises raisons. Là, c'est ça. Ils doivent être vraiment moches, là. Mais tu comprends-tu que pour quelqu'un qui veut hausser ses loyers, par exemple, dans un contexte de déménagement de locataires, écoute, c'est Klondike d'avoir pas de logement vacant dans un quartier. C'est le marché, là. On répond aux règles du marché. Mais si on ajoute à ça, il y a d'autres problématiques. La rénoviction, il y a des endroits qui ont des fonctions, par exemple, une résidence pour personnes âgées, on fait de l'éviction, puis c'est des drames humains là, qu'on a. C'est des membres. Parce que si on compare les revenus des gens, ils ont besoin. Ça fait en sorte qu'on est en train d'éloigner en plus les gens des quartiers centraux. Les gens sont obligés de se réfugier, c'est une façon de parler, là, mais sont obligés de se distancer beaucoup souvent de leur travail. Là. On rajoute la problématique. Non, mais tu sais, je travaille dans l'institution financière, donc à un moment donné, on constate que les chiffres ont tête dure, là. Puis il y a une organisation au Québec que tu connais qui s'appelle le FRAPRU, qui recense de façon récurrente les enjeux d'abordabilité. Tu faisais le lien avec la COVID tantôt, puis la pandémie. Ils en arrivent à la conclusion, puis ils ont bien raison, qu'on vit la pire crise du logement qu'on n'a pas vécue depuis des décennies au Québec là, actuellement, en termes d'abordabilité. Le loyer, dans un contexte de déménagement de locataires, est devenu un indicateur à la hausse de l'inflation. Puis l'inflation est déjà très haute. Mais tu comprends que ça devient inabordable. La ville de Montréal est un beau terreau pour ça. Les gens disent qu'il n'y a pas assez de logements abordables. Alors qu'on tolère plus souvent qu'autrement, parce qu'on se met la tête dans le sable, qu'il y ait des gens qui prennent, mettons, ils ont un bloc de 6 logements, ils en utilisent 1 ou 2 pour faire du Airbnb. À temps plein.
Mais là, on vient de priver 2 ménages d'un logement de 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher, parce que le proprio, au lieu de se mettre 1500 $ par mois dans les poches, il va s'en mettre 6000. Ouais. Mais ça n'a pas de sens qu'on réglemente pas ça. Qu'on perde du parc existant quand on est en pleine crise de logement, c'est inacceptable. Ça n'a pas de sens. Et tu vois, le secteur coop a réfléchi à ça, le secteur coop, parce qu'il y a des locataires de coop que ça intéressait. Le revenu supplémentaire que ça pouvait, je sais pas, moi, t'es membre d'une coop, t'es dans ton logement, tu t'en vas, je sais pas, moi, t'as un chalet ou t'as un oncle qui a un chalet, tu t'en vas 2 mois par été, puis tu sous-loues ton logement Airbnb. Là, il y a plein de coops d'habitation qui, à tour de rôle, ont dit non. Ça, c'est interdit. OK. Les gens qui habitent dans la coop, c'est des membres de la coop. Donc, pas d'Airbnb. Ouais, ils l'ont fait aussi pour des raisons beaucoup moins au principe. Là. Des fois, c'est un peu bruyant. Ils n'ont pas aimé ça. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que le mouvement coopératif, qu'est-ce que la solution de coopérative ou le modèle coopératif peut représenter comme solution? Bien, on a tous nos biais, là. Je veux dire, moi, j'ai toujours travaillé dans le monde coopératif. Donc, à un moment donné, je suis coloré de ça. Mais je te dirais, le monde coopératif, il y a 2 choses qui font de façon intéressante. Puis ça, encore une fois, les chiffres nous le démontrent. Les projets qu'on a créés sous forme de coop d'habitation des années 80, quand on les regarde aujourd'hui, en 2022, puis qu'on regarde leur positionnement par rapport au marché, là, les gens ont développé des écarts au marché de 3, 4, 5, 600 $. Puis là, les mauvaises langues te diront ils ont développé ça parce qu'ils n'entretiennent pas les actifs. C'est pas tout à fait vrai. Okay. Ils arrivent, et puis on fait partie de ce système-là. Ils arrivent à rénover, puis en maintenant quand même un écart très senti par rapport au marché. Donc ça, ils font ça au plan économique. Mais à mon sens, ils font beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'ils font de plus que ça? Ils permettent à du monde d'avoir du pouvoir sur probablement un des trucs en termes de consommation qui est le plus important dans la vie d'un ménage. T'sais, si mettons, toi, tu es dans un logement et tu es victime de rénoviction, c'est dommage. Tu es peut-être là depuis 15 ans, tu es peut-être là depuis 20 ans, tu as peut-être même investi dans ton logement. Certainement. Puis tout à coup, tu vas être mis à pied. Pas parce que tu n'es pas un bon locataire, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il y aura peut-être un usage plus lucratif à faire de cet espace-là. Alors que cette absence-là de spéculation, puis cette présence-là d'un contrôle des résidents, elle donne un double avantage aux membres de coop. Non seulement ils s'éloignent du marché, mais ils ont le mot à dire. Puis à la rigueur, tu me dirais, ils ont des mots à dire sur quoi? Sur le modèle de fenêtre, sur à quel moment on change la toiture, sur on pourrait-tu investir un peu d'argent pour faire un aménagement pour les enfants dans le cours? Ce genre de choses-là, ils ont le mot à dire. Mais on entend aussi des choses. Les membres d'une coop, ils peuvent jamais s'entendre sur une augmentation de loyer, mettons. Personne veut remettre de l'argent. Il y a des chicanes. Pas tout le monde fait sa part égale. C'est vrai, ça? C'est vrai. Mais c'est vrai, mais ça se gère. C'est drôle de dire ça parce que la SCHL avait publié il y a quelques années une étude qui est intéressante que j'ai, moi, à la maison. Il disait la question des travaux dans une coop, ça devient un enjeu intergénérationnel. Parce qu'il disait le réflexe primaire de quelqu'un qui est dans un logement, c'est de retarder les travaux jusqu'au moment où il pense qu'il sera plus là. Puis de refiler ça à la génération suivante. Donc, c'est une forme de procrastination. Une espèce de procrastination dont la finalité, dans le fond, c'est que ce soit les autres qui payent. Ouais, c'est ça. Mais en réalité, ce qui est le fun, c'est quand on les rencontre, puis quand on leur explique ça, puis en plus, on a une bonne loi sur les coop au Québec. On a une loi sur les coop qui oblige les coop à entretenir leur patrimoine. C'est écrit dans la loi. Les coop doivent inspecter leur immeuble, puis doivent adopter un plan pour le maintenir en état. Quand on explique tout ça, là, les gens adoptent un fonctionnement un peu plus pragmatique, un petit peu plus responsable, un petit peu plus collectif. Et nous, des financements de coop qui font des travaux, là, on en fait 60, 70 par année. Dans bien des cas, on a cette discussion-là. Puis dans tous les cas, on arrive à aboutir à une solution qui est pérenne. Là. Ce qui rend les choses compliquées de ce temps-ci, c'est pas tant lié au modèle coop, soit dit en passant, que lié à la montée fulgurante des taux d'intérêt. C'est un réel problème. Puis je te dirais même qu'à Montréal, ce problème-là
il est doublé d'une inflation immense sur les coûts de travaux. Ça, oui, puis il y a une question immobilière. J'imagine que... J'ai des architectes avec qui on travaille depuis des années qui, jusqu'à tout récemment, là, tu demandais à ces architectes-là, dis-nous comment coûteront les travaux. Ouais. Puis quand on rouvre les soumissions, écoute, j'irais pas jusqu'à dire qu'ils étaient en plein dedans, mais il y avait pratiquement pas d'écart. Puis tout récemment, j'ai vu quelques cas de ces bons architectes-là qui se sont trompés de 30-40 %. C'est énorme. Le marché est fou. Ouais. Ouais. Là, à ce moment-là, la Coop, il faut qu'elle compose avec une double contrainte. Elle a la contrainte des taux d'intérêt qui montent, elle a la contrainte du coût des travaux qui augmente, et d'un enjeu de marché. Donc là, c'est plus difficile, j'avoue, depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a un aspect dans ça qui est fiscal, dans le sens, est-ce qu'il y a des incitatifs fiscaux nécessaires pour soutenir ça? En fait, il n'y a pas d'enjeu fiscal en tant que tel, parce que les gens ne sont pas propriétaires de leur immeuble. Donc, c'est pas tant ça qui joue. Mais juste répondre à ta question par une anecdote. Il y a quelques années, la Fédération des Coop d'habitation de Québec m'a demandé de présider leur assemblée générale. Puis pour mettre la table, un moment donné, je dis, écoute, vous êtes 150, vous habitez dans les coops, j'ai oublié mon livre avec moi. Quelqu'un peut-tu me raconter les 7 principes coop? Ils sont 150, là. Puis il y a des gens là-dedans qui non seulement sont des résidents, il y a des gens qui sont des travailleurs, des travailleuses de ce mouvement-là. Il y a 7 principes coop qui sont parvenus à m'en nommer 5. Un membre, un vote, là, ça sort d'aplomb tout de suite, tu comprends? Mais ceux qui n'ont pas raconté, c'est la collaboration avec les coopératives, qui est importante, puis qui est moins sentie qu'on pourrait le souhaiter, mais c'est aussi l'engagement dans la communauté. Quand on regarde les principes fondateurs des coops, là, ces 2 principes-là sont bien importants. Les 7 principes sont égaux pour les fondateurs. Ces 2-là sont bien importants, puis ça, sont moins appliqués. Dit autrement, il faudrait que ça fasse une différence d'un quartier quand il y a un nombre statistiquement significatif de coops d'habitation, en vertu du 7e principe. En vertu du 6e principe, ces coops-là, dans un quartier, devraient collaborer entre elles. Je sais pas, moi, s'entraider au niveau de l'achat des équipements, s'entraider au niveau, de temps en temps, s'il y a de grandes corvées ou des choses comme ça. Non, ça ne fait pas, tu comprends? Mais tout récemment, il y a 2 semaines, il y a un quartier à Québec où il y a beaucoup de coops, qui est le quartier Saint-Jean-Baptiste. Là, ils m'ont invité à rencontrer. Il y a 30 coops. Puis là, on commence à réfléchir ensemble comment on pourrait non seulement collaborer davantage, mais aussi devenir un intervenant politique. Il y a des conseils de quartier à Québec. Allez intervenir, là. On n'aura pas. On va intervenir, puis à la rigueur, on aura un siège. Ou on occupera un siège. Est-ce que la Caisse solidaire a un rôle particulier dans le monde des coops d'habitation ou toutes les caisses populaires? Je dirais qu'au plan quantitatif, on a un rôle très particulier. Il y a 300 coops au Québec. On en a plus de 650 qui sont membres chez nous. La moitié. De l'Abitibi jusqu'aux îles de la Madeleine. Là. Donc, du point de vue strictement des chiffres, on a un rôle significatif. Tu sais, par exemple, l'expérience du quartier Saint-Jean-Baptiste, on la soutient avec notre financement, on la soutient de par ma contribution. Tu sais. Ce genre d'idée-là, que les gens adaptent le mode de gestion pour être le plus coopératif, communautaire possible. Ça, c'est quelque chose qui est cher à cette caisse-là. Là. On a un fonds d'aide au milieu qui ne fait à peu près que ça. Là. Donc, sincèrement, on y croit beaucoup. Et votre implication le démontre. Si vous êtes là aux assemblées générales, vous essayez beaucoup, vous avez une cause. Il y a un rapprochement à faire avec le côté travail social, le côté engagement dans le milieu, le côté coop. Mes étudiants sont toujours surpris, tu sais, quand je donne des cours en travail social. Tu arrives, tu présentes ton cursus. Je travaille chez Desjardins depuis 20 ans. Ma foi, on s'est tout trompé de cours, tu sais. Mais ça, ils comprennent vite. À partir du moment où tu contrôles un peu la finance, tu peux avoir plus d'impact sur le social. Puis il faut arrêter d'opposer l'un et l'autre. Puis on arrive à le concilier correctement chez nous. Puis, bien modestement, j'arrive à le faire dans l'enseignement. C'est pas si pire que ça. Le logement, c'est pas juste une question financière. Non. Ça fait partie d'une plus large problématique. Oui, c'est ça. Mais tu vois, le défaut des orientations publiques, mettons, des quelques dernières années, sans être trop précis, du gouvernement, c'est de parler uniquement... Ils ont même changé le nom des programmes.
Avant, je veux dire, c'était le programme de logement communautaire. OK. Oui. Puis là, c'est devenu le programme de logement abordable. Ouais. C'est tout un passage que de passer du communautaire à l'abordable. C'est pas insignifiant, c'est ça. Non, c'est pas du tout insignifiant. La cible, là, c'est de permettre à des gens de se loger économiquement dans de meilleures conditions. C'est pas une cible mauvaise, mais moi, je fais juste prétendre que ça occulte l'autre dimension où là, le secteur coopératif a une belle expertise et des belles réalisations. Là. Il peut contribuer à la solution. Si je décide aujourd'hui, avec une gang de 10 amis, là, qu'on part une coop d'habitation, on veut faire une acquisition, puis là, bien évidemment, dans ce qu'on est capable de voir ou de trouver, ça demande rénovation. C'est un projet possible? Oui, on en fait. Oui, tout à fait. C'est drôle parce que ce matin, on en regardait un. Là. OK. Puis oui, c'est faisable. C'est faisable. On entend moins parler du modèle coopératif. On entend, si on lit l'actualité, là, on lit les logements abordables, toute la problématique autour de ça, le marché immobilier qui est en furie, mais on n'entend pas parler tellement des coopératives d'habitation comme une belle solution. Pourquoi? Tu sais que, je te disais tantôt, je suis à la Caisse de sécurité solidaire, mais je suis aussi chargé de cours à l'université, puis j'enseigne en travail social. Puis il y a un auteur en travail social qui réfléchit à ça, qui s'appelle Louis Favreau. OK. Puis lui, ce qu'il a dit, puis il a malheureusement raison, le monde coopératif est un nain politique. Un nain politique. Oui. Il dit le monde coopératif n'est pas assez connu, le monde coopératif n'est pas assez influent, le monde coopératif n'arrive pas à changer le cours des choses de façon plus sentie. C'était très sévère comme affirmation. Il est souvent d'ailleurs lui, mais c'était en bonne partie fondé. On a un programme de développement de logements communautaires au Québec qui se nomme le programme d'habitation abordable Québec. La très grande majorité des projets retenus dans le dernier appel d'offres ont été des organismes à but non lucratif. Et non pas des coop. Et non pas des coopératives. Okay. C'est comme cette espèce d'idée-là que le logement, l'abordabilité puis le vivre ensemble, c'est tellement de choses différentes qu'on peut pas les marier. Alors que dans une région comme Sherbrooke, où le tissu coop est très fort, la majorité des projets retenus l'ont été pour des coopératives. Il y a une question de mobilisation, une question d'influence, une question de lobby. Puis ça, c'est au cœur de beaucoup, là, de comprendre la situation actuelle. Là. Est-ce que le fait d'insister tellement sur le côté prix, abordabilité... moi, je pense que ça fait partie de ça. Ouais. Ça fait partie de ce problème-là. On ne voit pas que c'est une solution. C'est un engagement qui est différent que juste payer un loyer. Hier, j'écoutais à Télé-Québec Camille Bouchard qui a écrit le rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Et dans le fond, il revisite son rapport là, presque 30 ans plus tard. Puis il y a une émission à Québec qui était le Québec correctionnel. Est-ce que le Québec est toujours fou de ses enfants ou est encore fou de ses enfants? Puis dans le rapport de Camille Bouchard, il mettait de l'avant le logement coopératif. Parce qu'il disait, pour élever des enfants dans des contextes socio-économiques plus faibles, le modèle coopératif pour le rapport Un Québec pour ses enfants était le meilleur modèle qui soit. À cause de l'entraide, à cause du côtoiement, à cause des rapports de voisinage, à cause du fait de travailler ensemble, puis de serrer les coudes. Élever pour lui un enfant dans ces modèles-là, c'est rendre service aux enfants. Ça a un caractère de prévention qui est très fort. On parlait de la difficulté de l'engagement, par exemple, dans une coopérative. Je me demandais est-ce qu'on peut cumuler des fonctions ou assembler des fonctions, comme par exemple coop d'habitation, un CPE, peut-être une résidence pour personnes âgées coopératives. Est-ce que ça se fait des projets comme ça? Ça s'est fait en petit nombre, mais ça se fait pas facilement. On a quand même un microcosme d'organisation financière au Québec qui permet de faire ça. Mais tu sais, ça implique de sortir un peu des sentiers battus, ça implique de sortir de la boîte, puis de faire quelque chose de nouveau. Mais oui, ça se fait. On est parvenu à le faire. J'imagine que tout le monde a ses règles de financement différentes. Les CPE, c'est une affaire. Oui, c'est ça. C'est difficile d'assembler. Je pense à un projet ici à Montréal, qui n'est pas une coop, là, qui est un organisme non lucratif qui se nomme Mère avec pouvoir. Eux, ils sont parvenus à faire ça, cette espèce d'intégration-là, parce qu'il y avait le sentiment, puis il y avait bien raison, que dans leur cas, eux, c'est beaucoup de la réinsertion de mères qui ont été longuement exclues du marché du travail, plus souvent qu'autrement, des femmes chefs de famille monoparentales, puis
Puis dans le fond, pour eux, l'offre de CPE ne pouvait pas être dissociée de l'offre de logement. OK. Donc, à force d'argumentaire, ils ont réussi à le faire, là, mais comme je te dis, il n'y en a pas tant que ça. Même si ce serait souhaitable qu'il y en ait davantage. Vous connaissez bien le monde coopératif au Québec, en termes d'habitation en particulier, mais vous êtes aussi allé ailleurs. Vous êtes allé au Mali, vous êtes allé en Corée du Sud? Non, pas en Corée du Sud. En Corée du Sud, j'ai reçu des Coréens du Sud. OK. Mais vous avez pu échanger avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a des choses que ces gens-là font que nous, on ne fait pas, qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues? On les a simplement présenté. C'était pas tant l'habitation, sincèrement, que le modèle d'une coop financière tournée vers l'économie sociale. Ça, ils ont beaucoup aimé ça. Est-ce qu'ils n'ont pas ça beaucoup là-bas? Ou? Je sais pas s'ils l'ont pas, mais ça les a convaincus que s'il faudrait qu'il y en ait davantage. OK. Donc ça, je pense que ça a été le fun. Ça a été positif. Là. OK. Juste très rapidement, au Mali, je suis allé là en 2006 à la demande de Développement international des jardins. OK. Qui mettait de l'argent depuis 8 ou 9 ans à essayer de développer des coopératives d'habitation dans la capitale qui est Bamako. Mm-hmm. Puis ils comprenaient pas pourquoi ce modèle-là, qui va bien au Québec, ils comprenaient pas pourquoi ce modèle-là fonctionnait pas à Bamako. OK. Puis ils avaient raison de se poser des questions. Donc, ils m'ont demandé d'y aller. Ils ont dit, peux-tu aller là? Peux-tu parler? Voir comment ça marche. À la fois aux membres de coop, à la fois aux institutions financières, à la fois aux représentants gouvernementaux, essayer de comprendre pourquoi, dans le fond, ça colle pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Puis c'était bien intéressant parce qu'à un moment donné, j'ai fait ça comme n'importe quel ordinateur communautaire aurait fait. J'ai dit, plutôt que de parler à 50 personnes individuellement, on va les mettre toutes dans la même salle. On va parler de tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Puis on va prendre des notes, puis on va délibérer, puis tu sais, on va le faire de cette façon-là. Puis à un moment donné, les gens, à la fin de la rencontre, ils ont dit, Monsieur Fortin, le modèle québécois ne pourra jamais fonctionner au Mali parce que le modèle québécois de coop d'habitation repose sur des coopératives locatives. OK. Alors que nous, pour s'affranchir de la pauvreté, il faut absolument qu'on devienne propriétaire. La seule façon de développer un patrimoine moindrement significatif, c'est d'avoir accès à la propriété. OK. Dans le fond, ce qu'il nous disait, c'est intéressant, il disait, c'est un bon modèle, le modèle coop. Mais dans le fond, il faut qu'il repose sur des valeurs, puis c'est de la culture, alors que eux, leur histoire, leurs valeurs, leur culture, les amènent pas là. Puis on peut pas occulter ça, on peut pas tasser ça du revers de la main en disant, regardez, le modèle québécois, c'est bien bon. On va le prendre, copier-coller, puis on va le faire au Mali. Est-ce qu'ils ont des coops financières, par exemple? Ou Desjardins avait développé sa filiale du côté de Bamako, là, mais c'était pas facile. OK. Fait que quand je suis revenu, il y avait une couple de personnes qui réfléchissaient à ça aussi au Québec, qui disaient, on pourrait-tu penser qu'on pourrait avoir pas juste des coops de locataires, on pourrait avoir des coops de propriétaires? OK. Est-ce qu'il y en a? Ben justement, ça, c'est pas connu. Si tu me dis que les coops d'habitation sont pas connus, là, Ça l'est encore. les coops d'habitation le sont encore moins. Fait que là, il s'est fait une petite coop à Québec en 2013 qui se nomme Cohabitat Québec. OK. Où là, c'est des gens qui, je dirais, de la classe moyenne, sincèrement. Là. Tu sais, à l'époque, là, des revenus de ménage aux alentours d'à peu près 60 000 qui ont dit, nous, là, on va faire un immeuble de 42 logements. Puis, on va être tous propriétaires de nos unités. Comme un condo, finalement. Comme un condo. Mais on va, toutes les prérogatives d'un syndicat de copropriété, on va les confier à une coopérative qui va s'appeler Cohabitat Québec. Écoute, mais c'est un projet magnifique. Je veux dire, si tu vas juste visiter le site Internet, tu vas le voir. Ils ont fait une immense salle communautaire où ils font un repas communautaire par semaine. Donc, on a 100 personnes qui soupent ensemble à toutes les semaines. On voit pas ça dans un édifice à condo. Non, mais eux, ils le faisaient parce que ça correspondait à leur culture. Ils se sont répartis des tâches. Ça fait que là, ça a été regardé beaucoup par le secteur coopératif. Ils ont demandé au gouvernement de financer des projets pilotes de coop de propriétaires. On en a fait 3, tous 3 dans la région de Sherbrooke. OK. C'est pas un hasard que ce soit dans la région de Sherbrooke. Il y a une mentalité, là. Il y a Vous avez un mentionné. héros coop à Sherbrooke qui est formidable. OK. Donc, on en a fait 3. Puis tout récemment, le 29 juin, le gouvernement a décidé d'extensionner ce projet-là, pilote, pour créer 1 millier d'unités de coop de propriétaires au Québec. En fond, pour s'assurer que, tu sais, les programmes sociaux oublient toujours des trucs.
Et il y a des gens qui sont trop pauvres pour être propriétaires, trop riches pour être en coop, ou trop riches pour être dans des logements abordables. Donc, on va chercher ce monde-là. Il n'aurait pas pu être propriétaire autrement. Puis là, on leur offre une opportunité. Tu vois ça, dans les innovations du secteur coop, ça, franchement, c'est impressionnant. Mais ça nécessite de la construction de nouveaux logements ou ça peut se faire avec de l'existant? Ce serait compliqué de le faire avec de l'existant parce que là, sans être trop réducteur, quand tu regardes les dispositions des règlements sur le logement au Québec, il faudrait que tous les membres, tous les résidents actuels de l'immeuble se qualifient puis embarquent, c'est un petit peu compliqué. Donc, jusqu'à présent, ils ont fait que de la construction neuve. OK. Puis, ça vient de commencer ou l'exemple que en fait, on a fait, comme je te dis, un projet en 2013. On en a fait 3 autres entre 2020 et 2022. Puis là, ça va s'extensionner. Au moment où je te parle, il y a peut-être 115 de ces unités-là au Québec. Okay. Mais là, tu vois, le gouvernement a donné l'aval pour 1 millier d'unités additionnelles. Donc, ça, c'est intéressant. Fait qu'en fait, expérimenter différentes solutions comme ça, c'est ce qui nous permet de répondre aux besoins du plus grand nombre. Mais oui, parce que, tu sais, des fois, les gens ont tendance à penser que le logement communautaire, c'est comme une espèce de blueprint qu'on reproduit. Ouais. C'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Si on veut que le monde ait du pouvoir sur un projet, il faut qu'on lui donne pouvoir sur la conception. Donc, à partir du moment où tu acceptes de donner du pouvoir de la conception, en découle le fait que les projets vont être un peu différents les uns des autres, là. Au-delà des dispositions des programmes. Fait que ça vaut la peine, c'est le fun. Ça, c'est une organisation communautaire. Oui. C'est intéressant de voir, en fait, l'échange, le fait d'aller voir pourquoi la coopérative standard, disons, fonctionnait pas au Mali, vous fait rapporter un modèle. Oui, c'est revenu, ça. Qu'on connaissait peu ici. Qu'on connaissait pas ici, qui était très populaire dans les pays scandinaves, là, mais qu'on connaissait pas ici. Si on parle un peu de politique, mais de politique d'habitation, est-ce que vous pensez qu'on a les politiques nécessaires à bien soutenir l'accès au logement, par exemple, et au logement abordable? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Bien, la première chose à améliorer, puis il n'y a à peu près pas un intervenant dans ce domaine-là qui en conviendra pas, c'est la quantité de projets qu'on peut réaliser. Okay. On a un réseau de développeurs qui est capable de développer 5000 logements par année. Puis on en développe à peine 1 millier, tu sais. Donc, tu comprends que... le Frappru dit qu'il manque à peu près 200 000 logements abordables au Québec. 200 000. Tu comprends-tu que si on en fait, mettons 2000 par année, c'est loin, ça va quand même prendre 100 ans. C'est pas évident. Oui, puis on voit dans l'actualité qu'il y a des problèmes de financement de logements abordables. Là. Je voyais la coop d'habitation Jeanne-Mance qui était dans l'actualité récemment, puis qui disait qu'il voulait ajouter des logements, puis des problèmes de programmes, ne trouvent pas les bons programmes, les programmes faits pas. Non, ils ont malheureusement pas tard. Les programmes sont plus, notamment la dimension architecturale des programmes du côté de la SHQ est beaucoup plus adaptée à la création de nouvelles unités que rénovation. C'est ça. Mais je te dirais, au-delà de ça, puis les gens du secteur coop en conviennent, il y a comme un pouvoir financier des coops qui est sous-utilisé. OK. Tu sais, mettons qu'on a fait une coop dans les années 80 à Montréal. Un logement à Montréal, au moment où je parle, ça vaut à peu près 200 000 d'évaluation municipale. Les gens n'utilisent pas cette équité-là qui s'est développée avec le temps pour dire, parfait, on va acheter l'immeuble voisin. On va le financer avec ce qu'on a déjà. Alors que tu vois, à Longueuil, il y a une petite coop qui s'appelle La Visionnaire. Eux, c'est ça qu'ils ont fait. Okay. On dit, nous, on se regroupe, on package nos capacités financières, puis on se développe en acquérant des immeubles. Ils l'ont fait. Il n'y a presque pas d'autres exemples que ça. Coop des cantons, encore une fois, du côté de l'Estrie. Mais il n'y a presque pas d'autres exemples de ça au Québec, même si tous les intervenants publics, communautaires, reconnaissent que ça ferait partie de la solution. Ce que je veux dire, puis je veux pas être mal interprété, on peut demander au gouvernement d'en faire plus, puis c'est justifié de demander au gouvernement d'en faire plus. Mais on pourrait demander au mouvement d'en faire davantage, et ils sont prêts à le faire. OK. Ils sont disposés à le faire. Le problème, c'est que le mouvement coop d'habitation au Québec, c'est 1300 coops. OK. Donc, la directrice générale de la Confédération québécoise d'habitation
peut pas décider pour les 1300 coop. C'est chacune des coop qui décide. Et ça prend un engagement du mouvement. Un engagement, ça prend de la militance, ça prend de la générosité, ça prend, d'un certain point de vue, l'application des principes coop comme il faut, tu sais. Tu sais, de toi à moi, là, si, mettons, dans une même rue montréalaise, il y a 2-3 coops, puis du coup, il y a un bâtiment à vendre dans cette rue-là, pourquoi les 2-3 coops l'achèteraient pas? Se mettre ensemble pour... On ferait pas ça alors que ça se fait pas. Fait que si vous étiez demain matin ministre de l'Habitation, est-ce qu'il y a des choses que vous metteriez en place qui favoriseraient ça, justement, cet engagement-là des coops existantes ou simplement d'autres mesures pour favoriser... Non, j'essaierais de susciter, parce qu'un des autres problèmes qu'on a au Québec aussi, c'est qu'il y a 30 000 logements coop, 1300 coop. OK. Donc, ça fait très peu de logements par coop. Uh-huh. Puis, vient s'ajouter à ce problème-là, puis je veux pas être réducteur, là, le vieillissement de la population dans les coops. Ouais. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, il n'y a plus de relève. Il n'y a pas de relève. Fait que si on fusionnait quelques coops, non seulement on pourrait régler un certain nombre de problèmes de relève, comme a fait la visionnaire du côté de Longueuil, mais on pourrait aussi avoir un effet de levier financier pour avoir une plus grande autonomie financière. Il y a certains regroupements de coop qui pourraient pratiquement s'affranchir de la dépendance aux fonds publics en utilisant leur capacité financière. L'effet de levier. Il faudrait que les taux d'intérêt baissent un peu quand même pour qu'on y arrive à le faire. Non, mais blague, honnêtement, toutes ces analyses-là ont été faites à une époque où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas. Là. Ouais. Je ne peux qu'espérer qu'ils baissent assez rapidement pour qu'on remette à l'ordre du jour ce discours-là puis ces pratiques-là. Mais effectivement, il y a un levier-là qui est... Tout le monde le connaît qui n'est pas utilisé. La SCHL le reconnaît, la SHQ le reconnaît, les mouvements eux-mêmes le reconnaissent. Puis il y a une éducation à la coopération là, qui est peut-être nécessaire. On est dans un monde plus individualiste, on pense. Oui, il y a une éducation à l'intercoopération. C'est-à-dire, c'est pas normal que dans une rue donnée, du fait que tu es une coop, tu paies, je sais pas moi, 700 $ de loyer. Les ménages de la maison voisine, qui sont pas bien plus riches que toi, en payent 12, 13, 1400. Ça n'a pas de sens. C'est pas... en termes d'équité sociale, ça n'a pas d'allure. Les gens pourront toujours dire « Ah, nous, on travaille fort dans notre coop. » Bon, je comprends bien, là, mais tu sais, tu fais 7-8 heures de corvée par mois, là. Même à 30 $ de l'heure, ça fait pas le compte. Ouais. Très intéressant, cette conversation, M. Fortin. Je vous remercie énormément. Ah, mon Dieu, mais je me suis beaucoup amusé.